Philippe est l'un des premiers médiateurs de santé pair formés en France. Il présente Patrick comme étant celui qui a introduit ce métier-là là-bas. Patrick est en effet un médecin psychiatre. Il a contribué lorsqu'il était au Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé de Lille au développement et à l'expérimentation d'une première formation de médiateur de santé pair. Philippe était de cette première promotion. Il est maintenant conseiller pédagogique auprès de la formation actuelle qui se donne à l'Université Paris 13. Il travaille aussi dans une équipe pluridisciplinaire, ce qui favorise un éclairage multiple selon lui. Il accompagne donc des personnes dans leur processus de rétablissement et dans leur projet de vie. Cet accompagnement vise l'intégration des usagers dans la cité, peu importe les diagnostics ou la sévérité des symptômes. Patrick exerce quant à lui dans une équipe de soutien d'intensité variable auprès de personnes en post-hospitalisation dans une unité de logement pour des usagers soit exclus, soit désinsérés au niveau du logement. Il a 2 pairs aidants dans son équipe pour l'aider dans sa supervision clinique axée sur le rétablissement. Il utilise notamment l'échelle lausannoise d'auto-évaluation des besoins, tandis que le contrat d'accompagnement des usagers dans cette ressource est d'une durée de 3 ans. Philippe explique que toutes les personnes à l'hôpital de jour où il travaille à Paris rencontrent le médecin pour faire là-bas aussi le planning individuel. Lors de cet entretien, le médecin explique que l'équipe est notamment composée d'un père aidant qui anime des groupes. Il donne aussi du soutien individuel spécifique et orienté qui vise la prévention des rechutes de consommation de cannabis ou d'alcool. Les sentinelles peuvent proposer à des personnes qui leur semblent en difficulté de rencontrer un médiateur de santé pair pour une série de 7 entretiens qui les orientent notamment vers des groupes d'usagers pour préparer l'autonomisation lors de la sortie. Philippe insiste sur la préparation de la sortie dès la prise en charge institutionnelle parce que c'est à la sortie que le rétablissement peut commencer, selon lui. L'information est transmise, les lieux sont connus et la personne aura le choix par la suite d'y retourner ou non. Pour son rétablissement, c'est en fréquentant de tels groupes que Philippe a personnellement repris espoir grâce à l'écoute qu'on lui a accordée. Philippe s'interroge tout de même sur les formations existantes. Comme pour tout autre professionnel, il faut pouvoir justifier des connaissances et des compétences. Il y a la formation de médiateur de santé pair, initiée par le Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé depuis 2012, et depuis 2018, il y a celle de Paris 13 sous forme de licence universitaire. Il y a aussi des formations plus ou moins artisanales offertes par des associations et groupes d'entraide mutuelle, mais dont Philippe craint qu'elles ne risquent de diluer l'ensemble et finalement de nuire à la reconnaissance du métier. En vertu de la feuille de route santé mentale et psychiatrie, la ministre de la Santé, Mme Agnès Buzyn, encourage dans son action numéro 34 à améliorer les dispositifs actions et interventions par les pairs, actions visant l'inclusion des personnes dans la cité. Il y a donc un soutien et un appui politique formel. Patrick parle cependant de la nécessité d'une véritable révolution culturelle pour définir cette approche du rétablissement et l'implication des personnes directement dans les soins qui les concernent et plus largement dans les décisions à tous les niveaux, incluant au niveau du gouvernement. En 2012, 29 étudiants ont gradué de la formation du programme médiateur de santé pair et 12 autres médiateurs de santé pair ont travaillé au projet de recherche Un chez soi d'abord. Cette arrivée de 41 médiateurs de santé pair a eu l'effet d'une bombe, de dire Patrick. Certains professionnels craignaient d'être remplacés par des médiateurs de santé pair dans leurs fonctions. La France est culturellement très marquée par le cartésianisme hypothético-déductif. Ceci expliquerait pourquoi il est si difficile d'admettre qu'un savoir expérientiel, qui par définition est d'abord empirique, singulier et individuel, puisse être validé de façon universitaire et intégré de façon systématique dans les équipes. Le rehaussement des critères de formation est une bonne chose parce qu'il renforce le statut de cette fonction, qui est complètement différente et nouvelle. L'arrivée et la présence des médiateurs de santé pair dans les équipes, dont celle de Patrick, contribuent beaucoup à libérer la parole. Les professionnels ne parlaient jamais d'eux. C'était presque une question de déontologie professionnelle que de ne jamais parler de soi.
Occupant en quelque sorte une position d'avocat de l'usager, les médiateurs de santé père contribuent à mettre les gens d'accord au-delà des désaccords et clivages marqués. Patrick parle de la tendance chez les soignants à projeter leurs propres conceptions et compréhensions, ce qui déforme leur propre travail. Patrick, quant à lui, ne travaillerait plus sans père aidant dans son équipe car ceux-ci permettent d'éviter ce phénomène. Pour Philippe, le temps d'intégration, d'identification et de reconnaissance a été plus long pour les professionnels que pour les usagers lors de son entrée en fonction. On forme des professionnels lorsqu'ils sont étudiants et ensuite il faut en quelque sorte les déformer. Il y a aussi des phénomènes de routine et de manque de temps pour s'arrêter et chercher à comprendre. Le premier des maux dont les usagers souffrent, c'est l'ignorance de la société, au sens large, et aussi des professionnels de la santé en ce qui concerne leur établissement. La meilleure façon de distiller du savoir expérientiel et de lutter contre la stigmatisation, c'est la rencontre. Rien n'est plus opérant que la rencontre entre un usager formé et un professionnel s'appuyant l'un et l'autre sur une formation reconnue. Dans son travail de psychiatre, Patrick en fait le moins possible. C'est-à-dire qu'avec son équipe, ils interviennent juste assez pour donner un petit coup de pouce aux besoins. Ils s'arrangent ainsi pour pouvoir ensuite contempler le travail de la personne accompli par elle-même à mesure qu'elle reprend confiance. En bref, Philippe et Patrick sont d'accord sur l'importance d'influencer la formation initiale des professionnels avec des pères aidants également très bien formés qui se font tour à tour formateurs de professionnels et d'usagers.